Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à ce 123e webinaire Parlons RH. Je suis Manon Consul, Content Manager chez Parlons RH. À mes côtés, Ali Larichi. Bonjour. Ali. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de RH 4.0, comment attirer et retenir les talents de demain. Dans un monde du travail qui se transforme à grande vitesse, les ressources humaines sont un peu sous pression ces derniers temps entre la digitalisation accélérée, les tensions sur le recrutement, les nouveaux métiers qui émergent et puis les exigences toujours accrues des candidats. On est dans un contexte, on va en parler pendant le webinaire, qui est un petit peu compliqué. Alors, plusieurs questions se posent. Comment faire face à la guerre des talents qui s'intensifie? Comment moderniser la stratégie RH sans perdre l'humain de vue? Et surtout, comment s'appuyer sur des outils et des approches RH intégrées pour gagner en efficacité, en attractivité et en agilité? On va tenter de répondre à toutes ces questions avec Ali pendant les prochaines 45 minutes. On va notamment, dans un premier temps, vous exposer un petit peu le contexte actuel quand on parle de fuite des talents, de transformation, etc. Ensuite, on décryptera les enjeux concrets pour les entreprises en quête de talents et notamment, on abordera les difficultés qu'elles peuvent rencontrer avant d'explorer dans la troisième partie du webinaire les solutions qui peuvent être mises en place et surtout comment les mettre en place. On répondra bien entendu à toutes vos questions pendant le webinaire. On a prévu 3 pauses de questions-réponses à ce sujet. Donc, je vous invite à utiliser les outils d'interaction à votre disposition. Vous pouvez utiliser le chat dans un premier temps pour échanger entre vous pendant le webinaire. Et vous pouvez utiliser la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat en bas de l'écran. Pour poser vos questions à Ali et on y répondra avec plaisir. Ali, est-ce que tu peux te présenter et puis nous présenter Curtis? Oui, donc merci Manon en fait pour cette introduction qui est super intéressante parce qu'elle met déjà le contexte et les enjeux. Moi je me présente, je suis Ali Larichi, donc je suis le CEO et le fondateur de Curtis, également expert RH. Curtis en fait est une société que j'ai fondée en 2010 avec une spécialisation qui est la transformation digitale, donc aider les entreprises à se transformer au niveau du digital et en leur offrant à la fois du conseil, de l'expertise, mais aussi des solutions. Et donc, on a des partenariats avec un certain nombre d'éditeurs et qui va nous permettre de pouvoir proposer les meilleures solutions pour nos clients, et notamment dans les SIRH, dans les gestions électroniques des documents, le BPM. Plus récemment, nous avons rajouté toute une offre intelligence artificielle à travers AI for Africa. Donc, pour simplement dire qu'on travaille avec des sociétés en France, en Europe, mais plus particulièrement sur le Maroc et l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons des partenaires en Afrique de l'Ouest avec pas mal de clients. Voilà, c'est ça un petit peu Curtis et ce que ça propose. C'est une belle présentation, merci beaucoup. Merci. Ali, aujourd'hui, vous êtes ici pour représenter évidemment Curtis, mais aussi en partenariat avec Cegid. Est-ce que vous voulez nous dire un mot sur en le fait, partenariat? Cegid, c'est une histoire qui a démarré en 2009. Pour votre information, Talentsoft, il a été créé en 2007. Nous sommes partenaires de Talentsoft depuis 2009. Et donc, nous avons connu un petit peu Talentsoft dans sa croissance et on a vu un petit peu la success story et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et donc, nous étions heureux de pouvoir suivre ça de près et en direct. Et nous sommes partenaires de Cegid sur le marché, bien sûr en France, puisque nous avons des clients communs en France, mais en même temps sur l'Afrique de l'Ouest, où nous avons signé de très belles références avec Cegid. Et donc nous avons la compétence et une bonne connaissance de cette solution, mais pas que, puisque de toute manière, ce qui est important chez Curtis, c'est de pouvoir avoir cette vision de conseil et proposer les meilleures solutions à nos clients. Et c'est dans ce sens-là que nous avons choisi un partenaire comme Cegid.
Merci beaucoup, Ali, pour cette présentation. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de RH 4.0. Oui. On va parler de recrutement également. Pour commencer, on vous propose de poser un petit peu le décor. Donc, Ali, ma première question est la suivante. Quel constat est-ce que tu dresses de la transformation digitale dans les RH, mais en particulier dans le secteur des banques et des assurances? Alors, donc le constat déjà, parce que si on parle de banques et assurances, on se pose la question pourquoi on parle que des banques et des assurances et pas des autres entreprises. Mais en fait, juste pour la petite histoire, c'est que Curtis, c'est comme ça en fait, on ne nous avons pas choisi. C'est qu'il se trouve que au niveau de nos clients, que ce soit au niveau du RH, que ce soit au niveau de la gestion électronique des documents, ou que ce soit au niveau on a pas mal et beaucoup de clients en fait dans les banques et les assurances. Et c'est pour cela que, au-delà de l'aspect RH, nous avons aussi une expertise dans les banques et les assurances. Ça nous permet finalement avec ce binôme de dresser une transformation digitale. Et de l'autre côté aussi, c'est que les banques et les assurances, ils sont demandeurs en matière de digital et même précurseurs. Ça veut dire que les innovations, les projets, tout ça se fait au niveau des banques et des assurances. Et l'idée, c'est que dans les banques et les assurances, il y a aujourd'hui, on entend parler d'initiatives comme le Digital Lab, comme l'AI Lab, et avec un besoin accru, de plus en plus accru de ressources. On ne parle pas des ouvertures d'agences qui aussi drainent du digital, parce qu'il y a la course à la croissance et l'ouverture des agences, mais que ce soit au niveau des assurances, que ce soit au niveau des banques. Et ce qui est important, c'est que par rapport à ça, ça draine, je dirais, des besoins, et ça suscite des besoins au niveau du digital. Et c'est en cela que aujourd'hui, si on dresse un constat sur la digitalisation des entreprises, et en particulier des banques et des assurances, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'il y a une compétition qui est accrue pour les talents, parce que aujourd'hui, même les consultants, les informaticiens, les ressources techniques, elles savent qu'elles sont demandées. Et c'est pour cela qu'ils ont aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'offre et la demande. C'est le principe de l'offre et la demande. Et aujourd'hui, c'est plutôt les consultants qui sont demandés. Et donc, ce qui fait qu'on a vraiment une compétition accrue pour les talents. Et c'est une compétition qui est accrue non pas simplement sur un marché en local, mais c'est un marché qui est international, pour la simple raison qu'aujourd'hui, bien sûr, le Covid est passé par là, c'est qu'on a changé la manière dont on travaille aujourd'hui. Aujourd'hui, le consultant, il peut travailler de chez lui, il peut travailler d'un autre pays, et il n'a plus cette problématique, je dirais, d'être sédentaire dans un bureau. Et donc, ce qui fait que ça leur donne plus de flexibilité, plus, je dirais, d'envie d'aller chercher ailleurs. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a vraiment une compétition pour les talents. Il faut les recruter, mais aussi il faut les retenir. Donc, il y a une difficulté de rétention et de gestion des compétences clés. Et ça, on le voit à travers les sociétés qui ont des outils, et ça, on va en parler après, digitaux, et d'autres qui ne l'ont pas. Et on se rend compte qu'il faut les retenir. Il faut les retenir comment? Il faut les retenir en leur offrant des perspectives d'évolution, de la mobilité, un cadre agréable dans lequel ils peuvent travailler, des perspectives. Et bien sûr, pour cela, il y a un besoin de solutions RH intégrées et modernes. Juste pour votre information, aujourd'hui, et ça c'est un autre facteur qui donne un peu des difficultés aux recruteurs au niveau des banques et des assurances, mais dans toutes les entreprises, c'est qu'il y a un constat, une source, c'est World Economic Forum, qui dit que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Ça veut dire que on connaît pas encore les métiers de demain. Par contre, quelqu'un ou une société qui va faire ce qu'on appelle la gestion des prévisionnels des emplois et des compétences à travers des outils, va pouvoir peut-être simuler des nouveaux emplois en utilisant même aujourd'hui l'intelligence artificielle, puisqu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut, en leur donnant un contexte, en donnant un certain nombre de choses, définir des postes qui n'existent pas et pouvoir savoir comment on peut les recruter et quelles sont les compétences nécessaires. Comment est-ce que pardon, Ouais. as parlé de l'IA qui pouvait être une solution, mais comment est-ce que les entreprises, elles se préparent aux métiers qui n'existent pas encore?
Oui, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec l'IA, on est capable de, avec bien sûr tous les outils, ce qu'on appelle LLM, Chat, GPT, Gemini, etc., mais pas que, puisque aujourd'hui on est dans ce qu'on appelle l'ère de l'agentique, où on va créer des agents IA, mais ça c'est un autre sujet, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ne serait-ce qu'avec les outils aujourd'hui d'intelligence artificielle, qui est dite génératif, on est capable pour un RH de pouvoir dire voilà, j'ai besoin de rentrer dans un nouveau métier et d'écrire le métier et ChatGPT ou autre LLM va pouvoir définir quelles sont les compétences, quelles sont les ressources nécessaires, quelles sont les compétences pour chaque ressource, vous donnez les fiches de poste, vous élaborez une offre d'emploi et vous, il vous reste que la publier, puis ensuite recruter. Et même quand vous récupérez ces candidatures, vous allez pouvoir les scorer. Mais c'est en cela que aujourd'hui, avec des plateformes SIRH qui sont modernes, qui ont su intégrer l'intelligence artificielle à leur niveau et à toutes ces étapes-là, ben, sont celles-là qui vont gagner des parts de marché et pouvoir être avec les clients pour pouvoir les aider. À la transformation digitale s'ajoutent aussi des difficultés de recrutement. Oui. Oui, il y a des difficultés de recrutement parce qu'on a parlé en fait de fuite des talents. Alors, la fuite des talents, elle est partout. Hein. C'est pas que on dit, par exemple, si je prends par exemple, et moi je suis bien placé, puisque on a une structure au Maroc et aussi en France, et je connais très bien les deux marchés, c'est qu'il y a déjà une forte demande d'ingénieurs au niveau du Maroc ou au niveau d'un certain nombre de pays de l'Afrique du Nord qui vont être recrutés par des sociétés à l'international. Et donc ça, on a vraiment une attractivité de l'Europe pour pouvoir, c'est en cela qu'il y a ce qu'on appelle une fuite de talent. Mais il y a aussi dans le sens, par exemple, si je suis en France, ben, il y a aussi une fuite de talent pour d'autres raisons. Par exemple, les pressions fiscales. On va voir de plus en plus en fait, de jeunes quitter pour aller peut-être dans d'autres pays où ils vont peut-être doubler leur salaire juste parce qu'ils paient moins d'impôts. Mais bien sûr, c'est pas ça puisque c'est pas ça la logique. Mais n'empêche, c'est un constat. Et ce constat-là fait qu'aujourd'hui, vraiment, il y a des fuites de talents dans tous les sens. Et le secteur IT et le secteur financier, il est vraiment frappé par cette fuite de talents. Donc, ça veut dire que déjà, comme les statistiques le disent, 54% des jeunes diplômés aujourd'hui en tech envisagent une carrière à l'international. Les métiers du numérique, aujourd'hui, ils représentent 25% des difficultés de recrutement en France, mais dans d'autres pays. Et puis, bien sûr, comme je disais, le Maroc, puisqu'on parle du Maroc et aussi, il subit aussi une forte fuite de ses talents vers la France et l'Europe. Et donc, c'est ce qu'on appelle des vases communicants. Mais ce que j'ai constaté aussi, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a aussi maintenant des ingénieurs qui viennent de la France au Maroc. Pourquoi? Pour un autre cadre de vie, pour autre chose. Donc voilà, c'est le problème, il n'est pas que dans un sens, il est plutôt dans plusieurs sens. Alors, la conséquence, c'est quoi? C'est une perte d'innovation, c'est un manque de transmission de compétences et une dépendance technologique qui est accrue. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, finalement, on doit, et surtout, là, si on reprend maintenant les banques et les assurances, ce qu'il faut, c'est pouvoir, en fait, plutôt, il y a un défi qui est très important, qui est celui d'attirer. Donc, et là, on est en train déjà de planter le décor de ce qu'on appelle le cercle vertueux au niveau des RH, c'est-à-dire d'abord bien recruter, ensuite former, développer, donner un cadre de vie qui est agréable pour retenir. Et donc, vraiment l'enjeu aujourd'hui pour les banques et les assurances, parce que quand on sait ce que c'est que le coût d'un recrutement, qui est onéreux, et quand on recrute une personne avec ses compétences, ben on ne veut pas qu'elle parte. Et donc, il faut qu'on
travaille sur la rétention, lui donner des perspectives. Et c'est en cela que, je dirais, il y a un vrai défi majeur pour les RH, pour les banques, pour les assurances, pour pouvoir être dans la logique de ce qu'on appelle la RH 4.0, pour pouvoir être à jour. Et donc, pour faire un focus sur le secteur bancaire. Oui, alors le secteur bancaire, ben, nous, on le vit parce qu'on a beaucoup de projets au niveau du secteur bancaire. Il faut savoir que ce soit en France ou au Maroc, notamment par rapport au profil IT, le monde de la banque et des assurances, c'est un des premiers recruteurs de profil IT et métiers en pension. Aujourd'hui, plus de 30% d'offres en cybersécurité, data science. Pourquoi? Parce que toutes les fuites, ce qu'on appelle les leaks, sont passées par là. Et aujourd'hui, moi, j'ai connu une période, il y a encore 2 mois, où, compte tenu d'un certain nombre de fuites qui ont eu lieu, tout le département IT se sont mobilisés pour revoir un petit peu leurs procédures en termes de confidentialité de données, en termes de sécurité, en termes de cybersécurité. Et là, ça draine une vraie demande en termes de compétences techniques, de data science aussi. Et bien sûr, il y a une croissance forte des besoins en conversion et en upscaling. Donc, ce que cherchent en fait les banques aujourd'hui, c'est quoi? C'est des profils IT. 24% des offres globales, on a pu le constater à travers toutes les annonces et les offres d'emploi qui sont publiées. On veut des ingénieurs, des Bac plus 5, mais aussi des jeunes diplômés, parce qu'aujourd'hui, il y a de telles tensions au niveau je dirais des profils, que des fois, on peut prendre des jeunes diplômés et les former en interne, avec des formations en interne, parce qu'aujourd'hui, il y a des académies au niveau de la banque, et on est capable de pouvoir former même des jeunes diplômés au métier de la banque et au métier de l'IT. Polyvalence, agilité, compétences transverses, oui, parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs métiers qui ne sont pas encore créés et qui vont être créés dans quelques années. Et quand on recrute quelqu'un, il ne faut pas qu'on voit aujourd'hui par rapport à ce qu'on appelle à la tenue du poste. C'est-à-dire dire, j'ai un poste, je dois recruter telle personne par rapport à ce poste-là. Il faut que je puisse recruter par rapport à ce poste-là, mais voir en lui un certain nombre de compétences qui vont être à même pour pouvoir dire, ben, si demain, cette personne-là qui travaille sur tel domaine et ce domaine-là n'est plus à la mode ou il n'est plus demandeur, ben, comment il peut, cette personne-là, comment elle peut bouger, comment elle peut être mobile pour aller vers d'autres domaines. Et de cela, ça va me permettre de le retenir, mais en même temps, ça va me permettre de lui donner des perspectives et de le fidéliser parce que ça va impacter et diminuer mon coût de recrutement puisque je n'aurai pas à recruter une autre personne et peut-être même à faire en sorte que cette personne-là puisse, ou puisse provoquer un départ de cette personne-là parce que finalement, il n'a plus on n'a plus besoin de cette personne-là. Et parmi les métiers qui sont en tension, il y a la gestion de projet, il y a l'actuariat, il y a tout ce qui est expérience client. Et on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi cybersécurité, data science, il y a le Web3, il y a pas mal de domaines. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas de questions pour le moment, donc je vous propose de passer tout de suite à la partie sur les enjeux et notamment sur les difficultés que les entreprises rencontrent face à la fuite des talents, mais tout. Alors, oui, parce que quand on dit déjà la fuite des talents, c'est-à-dire qu'il y a 2 choses. Il y a la fuite des talents parce que les personnes, enfin il y a des profils qui vont partir parce qu'ils sont à la recherche, par exemple à l'international, mais il n'y a pas que. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a l'offre et la demande, et elle est plutôt en faveur je dirais, des profils techniques. Et c'est pour ça qu'on a un turnover qui est élevé de 15% en moyenne en France, et avec un pic jusqu'à 30% dans le secteur tech. Ça veut dire que l'IT aujourd'hui, ou le consultant, quand il arrive dans une société, il se fixe comme un horizon de 2 ans où il va apprendre, il va aller ailleurs pour valoriser son expérience, et ainsi de suite. Donc les banques et les assurances, ils ont du mal
à retenir en fait cette personne-là. 80% aujourd'hui des recruteurs affirment, bon ça c'est une source APEC 2023, être en difficulté pour attirer les bons profils. Et ça se voit parce que quand on dit attirer les bons profils, il y a aujourd'hui, ça c'est quelque chose que j'ai constaté avec un client que nous avons, un gros client, pour lequel on a mis en place le SIRH. Il a une plateforme de recrutement, il a un site carrière, il a tout. Mais en plus de ça, même avec ça, il va se battre pour avoir ce qu'on appelle une logique de référencement. C'est-à-dire qu'il faut que les offres d'emploi qu'il va publier montent en premier pour qu'il puisse avoir le maximum de candidatures. Et donc, ça veut dire qu'il y a tout un travail, je dirais, de marketing digital et de référencement, de web, pour pouvoir faire en sorte, c'est pas parce qu'on a le SIRH qu'on arrive à recruter. Il y a aussi une inadéquation entre le profil et les postes, c'est-à-dire un recrutement sur 5 est jugé insatisfaisant après 6 mois. Pourquoi? Parce que quand on parle ce qu'on appelle d'un processus de recrutement, il y a tout. Il y a d'abord publier l'annonce, récupérer les candidatures. Il se peut que je récupère des milliers de candidatures. Il faut que je puisse les filtrer, les screener, faire plein de choses. Et donc, ce qui fait que si je n'ai pas d'outils, j'ai des difficultés à trouver le bon candidat. Et même si j'ai le bon outil, il faut que dans mon processus de recrutement, que je fasse ce qu'on appelle les garde-fous, en se disant, voilà, je vais lui passer un test psychométrique, par exemple s'il est commercial, voir par rapport à la prise de parole, par rapport à même des jeux. Donc ça veut dire qu'il y a tout un travail, on va dire, au-delà de l'aspect simplement plateforme, pour pouvoir recruter la bonne personne et faire en sorte qu'elle ne parte pas au bout de 6 mois. Il y a aussi le coût de recrutement et la durée de recrutement. Si on n'a pas d'outils, la durée, elle va s'éterniser. Mais par contre, si on a un outil, et malgré ça, il y a quand même un temps qui est incompressible. Et aussi par rapport à la demande, ça prend du temps puisque les profils sont rares. Et là, c'est 9 à 12 semaines contre 4 à 6 auparavant. Et ça, c'est les tendances qu'on a constatées. Et enfin, vraiment, une statistique qui est importante, c'est de dire, ou un constat, c'est que quand on se trompe de recrutement, il faut tout refaire. Et ça a un coût. Et aujourd'hui, les chiffres que nous avons, c'est entre 45 000 euros et 100 000 euros pour un cadre. Donc voilà, donc ce sont des défis face à la fuite de ces talents. Et il est clair qu'aujourd'hui, par rapport à ça, il faut que les RH développent une vraie stratégie. Il faut qu'ils aient une vraie vision. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, on parlait de RH 2.0. Là, vraiment, c'est une stratégie RH 4.0. Simplement pour dire qu'il faut vraiment se battre et avoir une vision et avoir ce qu'on appelle un plan d'action. Et dans ce plan d'action, il y a 4 actions qu'on peut énumérer. D'abord, développer les compétences via une formation continue adaptée aux enjeux digitaux. Identifier les talents internes et externes à potentiel. Et j'insiste bien sur l'interne parce que il faut vraiment, quand on regarde les CV de nos collaborateurs, et voir est-ce qu'ils n'ont pas des compétences aujourd'hui qui n'étaient pas très importantes au moment de leur recrutement, mais néanmoins, avec le temps, il faut aller revoir leur CV, voir s'ils n'ont pas des compétences et sur lesquelles on peut se baser. C'est pour ça qu'on parle de talents internes. Attirer des profils stratégiques avec une marque employeur forte. Quand on parle de marque employeur, c'est vraiment, aujourd'hui, on a des entreprises qui ont des marques employeurs fortes, qui sont toujours citées dans les baromètres où il fait bien de travailler, les sociétés qui sont les mieux cotées, où il y a pas mal je dirais, un contexte qui est très favorable pour l'employé pour qu'il puisse s'épanouir et fidéliser et engager. Donc, quand on dit fidéliser à travers des enquêtes sociales, à travers des entretiens, pas simplement des entretiens de fin d'année où on va dire
qu'est-ce que tu as fait de bien, est-ce que tu as fait de mal, entre guillemets, mais plutôt avoir aussi ce qu'on appelle des entretiens de gestion, des entretiens professionnels. Et ça, j'ai vu des banques, des assurances qui le font. Et c'est vraiment un moment où on va prendre du recul par rapport au collaborateur et on va se dire, on va lui donner des perspectives et on voit qu'on s'intéresse à lui au-delà de l'aspect simplement est-ce qu'il va être évalué en fin d'année pour avoir sa prime. Donc ça, c'est bien, ça marche, mais en même temps, quand la prime, parce que des fois, on passe par des périodes de vache maigre et que la prime n'est pas bonne, ben, ça va lui donner des idées d'aller voir ailleurs. Donc l'idée, c'est que le collaborateur, et bien sûr, il y en a qui voient que la prime fin d'année, mais je sais qu'ils peuvent bien apprécier de voir qu'on les accompagne et des fois, ils peuvent même se dire qu'on va accompagner l'entreprise quand elle passe des difficultés, mais en même temps, je sais qu'elle m'offre une perspective de carrière et que demain, quand il fera beau, ben, elle va me donner d'autres perspectives et cela, on développe une sorte d'affection, d'affinité entre le collaborateur et l'entreprise et c'est ce qu'on appelle une logique de win-win. J'en profite parce que tu as parlé des compétences. Oui. Et c'est vrai que les compétences, c'est un des grands enjeux RH en ce moment. Est-ce que selon toi, l'écart entre les besoins en compétences des entreprises et les viviers de compétences disponibles va continuer à se creuser? Oui, oui. Moi, je pense qu'il va se creuser pour les... Bon, il va se creuser parce que c'est un fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à cette tension sur les talents, il va se creuser. Mais en même temps, pour peu qu'on ait, je dirais, on ait des talents et qu'on les a recrutés, on a dit qu'il fallait les fidéliser, mais il faut vraiment avoir ce qu'on appelle un observatoire des compétences au niveau de l'entreprise. Et je fais la différence parce que souvent, quand on parle au RH, ils disent oui, moi, j'ai un référentiel d'emploi et de compétences avec les fiches de poste, avec les compétences pour ces fiches de poste. Ils peuvent aussi faire ce qu'on appelle de la GPEC, avec la gestion prévision des emplois et compétences. Mais au-delà de ça, et ça, on l'a vu sur des plateformes digitales, il faut prendre la compétence dans l'absolu. C'est pour ça qu'on va parler plutôt de référentiel de compétences. Et ce référentiel de compétences, il va alimenter les fiches de poste, mais pas que. Il va alimenter les formations pour voir, par exemple, quel est le lien entre une compétence et la formation. Ça veut dire que, et ça va me permettre de dire que quand une compétence n'est pas au niveau de ce qui est attendu, avec le machine learning, je vais avoir directement toutes les formations qui vont absorber ce déficit par rapport à cette compétence-là. Donc, quand on a un référentiel de compétences, on va pouvoir adresser, il va être au centre de tous les modules RH, c'est-à-dire au centre du recrutement, au centre de la formation, au centre des fiches de poste et au centre aussi de la GPEC. Et de cette manière-là, on ne va plus parler de fiches de poste, mais on va parler de compétences et on va dire aujourd'hui, si je prends une banque ou si je prends une assurance, où est-ce que j'en suis par rapport à toutes les compétences que doit avoir la banque. Et il se peut que je ne le trouve pas dans un poste, mais que je le trouve dans un autre poste, chez un autre collaborateur, et ce collaborateur-là, dans une logique, ce qu'on appelle de teammate, ils vont, avec une logique tactique, collaborer ensemble parce que c'est pas parce qu'il n'est pas dans ce poste-là que je ne peux pas le solliciter moi de manière tactique pour qu'il puisse réaliser telle ou telle chose. Donc cette logique de compétence, il faut vraiment qu'elle soit adressée de cette manière-là et pas simplement dans la logique classique, j'ai une fiche de poste et je dois combler cette fiche de poste. C'est ce qu'on faisait avant. Alors, je vois qu'on a quelques questions dans le chat, donc je vous propose d'y répondre. Premièrement, une question de Caroline. Vous parlez des secteurs bancaires et assurances. Pouvez-vous dire qu'il se passe le même phénomène dans le secteur de l'industrie? Alors, dans le domaine de l'industrie, en fait, il y a des tensions, mais par rapport à tout ce qu'on appelle l'industrie 4.0, par rapport à un certain nombre, je dirais, de domaines et de technologies. Mais
pour vous dire les choses, on travaille avec quelques industries, mais pas au niveau RH, plutôt au niveau de la gestion électronique des documents et tout. Et ce que je sais, c'est que au niveau des industries, en fait, comme ils sont dans une logique de qualité, et ils veulent absolument, en fait, et ça c'est un petit peu leur enjeu, c'est de lier les objectifs individuels par rapport à des objectifs de qualité qu'ils doivent assurer au niveau de leur système, ce qu'on appelle de qualité ISO, etc. Et donc, ça, c'était un enjeu. Je l'ai constaté chez beaucoup d'entreprises de l'industrie, mais il est clair que de toute manière, aujourd'hui, au-delà des banques et des assurances, compte tenu de l'automatisation, de l'IoT, de plein de technologies qui rentrent en jeu, comme je dis aussi de l'industrie 4.0 et tout, ben, de plus en plus, on aura besoin de profils techniques, pas que simplement dans l'informatique, comme on l'a vu au niveau des banques et des assurances, mais le sujet est le même, la problématique est la même, et que de toute manière, avoir une plateforme digitale qui vous permet de pouvoir aider à recruter dans ce domaine-là et attirer les talents, ça reste le même enjeu, le même besoin. Et qui porte la vision RH 4.0 selon toi dans l'entreprise? Alors, ça m'amène par rapport à une question qui est très importante, de se dire aujourd'hui, il y a la vision RH 4.0. Ce qu'on a constaté, enfin en tout cas moi ce que j'ai constaté, c'est que quand la vision elle est portée par la direction générale et le top management, je ne parle même pas de plateforme. La plateforme, on va en parler juste après. C'est-à-dire de dire aujourd'hui, il faut que le RH soit ce qu'on appelle un business partner au niveau des banques et des assurances, au niveau des industries, pour pouvoir, leur recruter les bons profils, et être au courant des métiers, parce que le RH aujourd'hui, il ne faut plus qu'il se contente de dire, tiens, j'ai besoin de ce poste-là et tu vas aller me recruter telle personne. Même si tu as la plateforme, on ne parle pas de plateforme, on parle de synergie entre les départements. Et il y a un point qui est très important par rapport à ce que doit aujourd'hui faire le RH, c'est de pouvoir changer de mindset et de se dire que je vais au-delà de m'intéresser simplement au RH, il faut que j'aille vers les métiers pour comprendre leurs métiers, comprendre leurs enjeux, comprendre leurs problématiques et quelles sont vraiment les compétences clés qu'ils recherchent. Parce que si je leur trouve en tant que business partner les compétences nécessaires, les postes et en si peu de temps, je vais, au-delà d'être un business partner, je vais être, on va dire, je vais contribuer à l'essor de l'entreprise et je vais être considéré au niveau, non pas simplement comme un exécutant pour faire des tâches, mais plutôt dans une logique de vision stratégique. Et c'est pour cela que je dis, il faut que cette vision RH 4.0, il faut qu'elle soit top-down et bottom-up. D'accord. Et c'est cet alignement-là qui fait que quand on a cette vision de cette manière-là. Et c'est après que cette vision-là, elle va être traduite en plan d'action, elle va être traduite en recherche de plateformes digitales qui va nous permettre d'avoir ce cercle vertueux, recruter, former, évaluer, avoir une gestion de carrière, etc. etc. C'est quelque chose de classique au niveau des RH, mais n'empêche, il faut que la plateforme ensuite suive ce cheminement et ce continuum itératif. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Alors, je sais qu'il en reste dans la boîte à questions, mais le temps file. Donc, je vous propose de passer aux solutions et puis on reviendra sur les questions à la fin du webinaire. Donc, Ali, concrètement, qu'est-ce qu'une solution RH intégrée peut apporter aux entreprises? Alors, quand on parle en fait de solutions RH intégrées, est-ce qu'elle peut apporter l'entreprise? C'est que déjà, c'est une plateforme unique où on va centraliser toutes les données RH et avoir une vision 360 degrés des talents. C'est-à-dire que, et je le dis, je donne toujours cet exemple, il ne faut plus que la plateforme RH soit simplement un moment où on va se mettre en phase avec le collaborateur et pendant un moment où on va faire ce qu'on appelle son évaluation fin d'année.
d'accord? Donc, pour à la fin avoir une prime, comme je le disais tout à l'heure, il faut que ce soit son outil au quotidien. Donc, pour que ce soit son outil au quotidien, il faut qu'elle soit très facile à utiliser, très facile à paramétrer, très facile à faire évoluer. Et donc, elle commence par centraliser les données RH pour donner une vision 360 degrés des talents. Et pas que les talents, parce qu'il y a l'aspect, on va dire, collaborateur, il y a l'aspect manager, et il y a l'aspect aussi RH. Et il y a aussi la vision direction générale. Et tout ça, dans le cadre d'un portail qui soit, on va dire, facile à utiliser, va être intéressant pour donner cette vision. Ensuite, il faut que ce soit un continuum, comme je l'ai dit, avec des modules intégrés, c'est-à-dire faire une annonce d'offre d'emploi, récupérer les candidatures, scorer, screener, faire des tests psychométriques, avoir le résultat de test à l'intérieur de la plateforme et ensuite, bien sûr, utiliser l'IA à chaque fois qu'on peut, à chaque étape. Et en plus, une fois on recrute, on va pouvoir onboarder, on va pouvoir former, on va pouvoir gérer les compétences, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un référentiel de compétences qui va être centralisé et qui va à la fois arroser les fiches de poste, arroser les compétences, arroser les formations. Et bien sûr, il y a aussi une logique d'automatisation et une logique de facilité d'utilisation. Et un dernier point, c'est qu'aujourd'hui, quand on arrive chez les entreprises, il y a toujours dans les entreprises déjà un outil de paye et de gestion administrative. Et donc, l'idée aussi, c'est que dans la plateforme digitale idéale, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un core RH ou un module qui va permettre de récupérer les employés, de récupérer toutes les informations sur les employés à travers des API ou à travers des capteurs qui vont capturer les données et les mettre dans le SIRH pour pouvoir ensuite faire tout ce qu'on peut faire avec une plateforme, comme on l'a dit, recrutement, formation, etc. Voilà. Donc, c'est ça un petit peu les critères. Et enfin, aussi une chose qui est importante, c'est les tableaux de bord. Parce qu'on nous le demande souvent. Il faut qu'il y ait des tableaux de bord partout, dans le sens où il faut que je puisse calculer le coût d'un recrutement, mesurer l'efficience, mesurer la performance à tous les niveaux, au niveau collaborateur, au niveau manager. Voilà, donc et puis bien sûr les critères il y a tellement de choses à dire, compte tenu du temps, on ne peut pas le dire, mais on peut bien sûr vous envoyer des choses sur qu'est-ce que doivent avoir des solutions RH. Et donc, concrètement, comment est-ce qu'on met en œuvre une stratégie RH 4.0 ? Alors, en fait, comment ça se passe, c'est que déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la vision, c'est-à-dire qu'il faut que ça émane de la direction générale et pas que, c'est-à-dire que bien sûr, il faut qu'il y ait au niveau de tout ce qui est comité exécutif et comité de direction, il faut qu'il y ait vraiment une volonté de pouvoir mettre en place la vision RH 4.0. Il faut mettre en place ce qu'on appelle un plan d'action. Et ce plan d'action avec ce qu'on appelle des initiatives, que ce soit en termes de recrutement, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes d'évaluation. Et une fois on a ces initiatives-là à travers un plan d'action qui est bien ficelé, ben, en face de ça, ben, il faut qu'on puisse exécuter ça à travers une plateforme digitale. Et donc, l'idée, c'est aussi de combiner ça avec une aide au choix de solutions et cette solution-là avec un certain nombre de critères et de pouvoir être ensuite en mode projet dans lequel on va dire à la fois on va travailler sur nos pratiques RH et c'est pour cela que quand vous avez aujourd'hui des plateformes digitales RH, vous avez ce qu'on appelle la notion de best practice embarquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais vous mettre en place la solution SIRH, je ne vais pas à chaque fois aller à vous demander comment on va faire une évaluation, comment on va faire un plan de formation. On va arriver avec une solution dans laquelle il y a déjà des best practices embarquées, avec des workflows, avec des choses. Et plein de clients aujourd'hui travaillent dans cette logique de ce qu'on appelle ajustement, adjust and play, qui va permettre
de pouvoir, sur la base de cette best practice, embarquer déjà dans la solution. Ensuite, avec un cadrage, pouvoir mettre en place ça et raccourcir le délai de mise en place de projet. Et en matière de développement des compétences? Alors, en matière de développement de compétences, au niveau des solutions, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que quand on parle de solutions, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle l'ingénierie de formation, c'est-à-dire dans laquelle on va avoir des solutions qui vont nous permettre de bâtir un plan de formation, les actions de formation, le catalogue de formation, récolter les souhaits de formation, à la fois les souhaits individuels, les souhaits collectifs, les consolider au sein d'un plan de formation et ensuite passer à l'exécution à travers des sessions de formation et à travers des évaluations à chaud, des évaluations à froid. C'est ce qu'on appelle le TMS, Training Management System. Mais ça, il faut le combiner aussi avec un LMS et un LCMS. Aujourd'hui, aussi une plateforme, il faut qu'elle puisse nous donner qu'elle contienne un LMS, qu'on puisse, avec le LCMS, créer du contenu, soit des contenus de formation, soit pouvoir même à la fois avoir une application mobile qui va prendre des vidéos et voir en temps réel comment fait telle personne et pouvoir ensuite la mettre en exemple sur la plateforme LMS pour pouvoir la visualiser. Et surtout, on a aussi une tendance par rapport au LMS, c'est l'aspect contenu. Et on se rend compte que pour créer un contenu, ça coûte cher. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir une logique de content management avec une logique où je vais avoir des éditeurs qui vont avoir des contenus. Et ces contenus-là, je vais pouvoir, à travers la solution, les embarquer au niveau de ma plateforme de manière très simple, fluide et avec un coût prévisionnel qui est déjà connu. Et ça me permet de manière très, très simple de pouvoir former les collaborateurs, aussi bien avec une formation présentielle, une formation blended ou une formation qui est LMS avec e-learning. Alors, autre chose qui est importante, c'est par rapport à la GPEC. La GPEC, c'est la gestion prévisionnelle d'emploi et compétences pour anticiper les métiers de demain. C'est-à-dire, au-delà de l'aspect IA que j'ai donné l'exemple tout à l'heure, aujourd'hui, au niveau des outils et des solutions, on va gérer ce qu'on appelle le référentiel d'emploi et compétences avec à la fois les familles, les métiers, les familles d'emploi, les emplois et les postes. Et pour chaque poste, on va avoir quelles sont les compétences avec ce qu'on appelle le savoir-faire et le savoir-être. Et pour chacun, on va avoir une cible. Et cette cible-là, c'est ce qu'on appelle la fiche de poste. Et l'idée, en fait, c'est on est capable, avec les outils de gestion prévisionnelle des emplois et de compétences, dans ce référentiel d'emploi et de compétences, de ne pas avoir simplement le référentiel actuel, mais d'avoir aussi le référentiel dans 2 ans, le référentiel dans 5 ans, le référentiel dans plusieurs années, et de dire, je vais faire ce qu'on appelle une simulation pour faire des passerelles d'emploi entre aujourd'hui des postes actuels. Je ne parle même pas d'employés. Ça, c'est ce qu'on appelle la mobilité. Ça existe aussi dans les plateformes où je vais dire quels sont les emplois que je peux proposer en termes de mobilité pour un collaborateur. Quand on parle de GPEC, on est en train de parler de comment un emploi actuel, au-delà de l'aspect employé, comment je vais faire une passerelle d'emploi vers un autre emploi qui n'existe pas encore, mais que j'ai déjà transcrit dans la plateforme. Et les plateformes qui vous donnent cette possibilité-là, avec ce qu'on appelle une analyse d'écart entre ce qu'on appelle les compétences obsolètes, les compétences à acquérir et les compétences à conforter, et bien ça, c'est des plateformes qui vont vous permettre de faire de manière concrète ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Voilà. Et très rapidement, peut-être un mot de la fin sur les avantages, les bénéfices d'opter pour une solution RH intégrée. Alors, déjà, on parlait tout à l'heure de la marque employeur. D'accord. Donc, un des bénéfices, c'est déjà de la communication. Quand on a une plateforme digitale où on a à la fois le back-office en termes de recrutement pour créer de manière très simple une annonce, la diffuser dans un espace carrière et avoir un espace carrière à l'image du site web de l'entreprise avec un marketing RH, avec un référencement qui est bien fait, de manière à ce que les offres d'emploi que je fais
elles sont automatiquement accessibles et visibles. Ben, quand j'ai ça, ben déjà, je communique autour de l'entreprise, autour de ma marque employeur. Et de cette manière-là, je vais pouvoir recruter de manière facile. Et ensuite, il y a la logique de onboarding. C'est-à-dire que souvent, et quand on a entendu des collaborateurs qui arrivent, le premier jour, ils sont dans un bureau, ils ne savent pas à qui parler, ils n'ont pas de coach. Donc, quand on va digitaliser ça, ce qu'on appelle le onboarding, ben, c'est intéressant. Et ça permet finalement de voir le manager ce qu'il doit faire, l'entretien que je vais avoir, quels sont les documents que je vais lire, les formations que je vais avoir. Tout ça, c'est dans la solution. Et de la même manière que je vais réussir un onboarding, je dois réussir aussi un offboarding. Pourquoi? Parce que si je réussis un offboarding, ça veut dire que la personne qui va partir en bon terme avec la société va pouvoir parler en bien de la société. Et donc ça aussi, c'est une stratégie de communication. Et enfin, la logique, je voudrais parler d'un point qui est très important, c'est qu'on disait que 85% des métiers ne sont pas encore créés, mais il y a aussi un autre constat, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle la génération Z. Et la génération Z aujourd'hui, elle est née à la fois avec l'application mobile et elle est née avec l'IA. Et donc, même nos pratiques en termes de RH, en termes de recrutement, tout ça, elles doivent changer. Et donc, une plateforme digitale, je disais tout à l'heure, qui va embarquer les best practices au fil de l'eau, c'est-à-dire quand l'IA va arriver, ils vont embarquer l'IA, quand telle pratique va arriver, quand le mobile il est, et on va utiliser l'application mobile versus le client lourd. Donc, ces plateformes-là vont pouvoir même faire sentir que le collaborateur qui est jeune, génération Z, va avoir les mêmes outils qu'il utilise au quotidien. Et de cette manière-là, il va voir l'entreprise comme étant une entreprise moderne et qui sait l'écouter. Et de cette manière-là, et là, on va boucler la boucle, on fait ce qu'on appelle la rétention des collaborateurs. Merci beaucoup, Ali, pour votre partage. Le webinaire touche à sa fin. Peut-être très rapidement, en quelques secondes. Oui, oui. On peut répondre aux 2 questions de la boîte à questions. Est-ce que vous connaissez des indicateurs de mesure pour étudier l'impact de la digitalisation RH sur l'efficacité organisationnelle? Alors, moi, en fait, j'ai quelques indicateurs. Par exemple, quand on fait, par exemple, et ça dans les solutions, on les trouve. Hein. C'est-à-dire que dans les solutions, il y a ce qu'on appelle des tableaux de bord verticaux et des tableaux de bord transverses. Dans les tableaux de bord verticaux, c'est, on va dire par exemple, là, quand je fais un recrutement, quel est le temps entre ce qu'on appelle la durée de recrutement, entre l'annonce et le moment où je vais pourvoir le poste. Donc ça, c'est un indicateur clé. Et il mesure l'efficacité, c'est-à-dire est-ce que j'ai été efficace par rapport en utilisant les outils. Et c'est transcrit, on ne peut pas mentir, c'est une fois que je clôture l'annonce et je dis j'ai recruté, là, il y a un indicateur de mesure. Il y a un indicateur géré d'attractivité, c'est-à-dire de dire est-ce que cette annonce-là, elle a été attractive? Est-ce qu'il y a eu plusieurs candidatures ou pas? Il y a pas mal d'indicateurs au niveau du recrutement. Il y a aussi des indicateurs au niveau des formations, c'est-à-dire grâce à un tableau de bord, j'ai la possibilité de dire voilà tous les collaborateurs qui n'ont pas reçu une formation depuis une année. J'ai les collaborateurs qui ont demandé une mobilité depuis maintenant 3 ans, ils ne l'ont pas eu. Et là, il y a ce qu'on appelle un risque de départ. Et il y a aujourd'hui, par exemple, des solutions dans lesquelles on voit le risque de départ et il y a des alertes comme ça. Et donc, les tableaux de bord, il y en a partout, 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 et les indicateurs partout pour vraiment aider le RH à avoir cette logique de se dire, on parlait de fidélisation et de rétention, et il y a plein d'indicateurs sur la fidélisation et la rétention pour finalement prévenir le fait que le départ de tel ou tel collaborateur. Donc voilà, mais on n'a pas le temps de donner tous les indicateurs, mais je serais ravi si quelqu'un veut, on peut partager ensemble tous les indicateurs que nous avons pu recenser.
Oui, malheureusement, on va devoir clore le webinaire, mais vous pouvez tout à fait contacter Ali postérieurement pour lui poser toutes les questions auxquelles on n'aurait pas répondu ou si vous voulez continuer la conversation avec lui. Ali, juste avant qu'on se quitte, il me reste deux questions, mais qu'on va combiner en une seule. Le coup de com' qui est aussi ton coup de cœur. Oui, alors, quand tu m'as parlé en fait de ça, j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire. Et j'ai pensé à quelque chose qui est un webinaire que nous allons avoir le 26 juin à 10h, de 10h à 11h. Et c'est un webinaire qui va parler non pas cette fois-ci de RH, mais d'achat. Et qui va parler de portail achat et qui est une solution que Curtis a créée et qui à l'image de ce qu'on peut avoir au niveau du RH, une solution qui est complète. C'est une solution au niveau des achats dans laquelle on va aller du référencement fournisseur jusqu'à la dématérialisation des factures en passant par tout ce qui est gestion des appels d'offres, gestion des demandes d'achat, gestion de tout ce qui est catalogue fournisseur et cette industrialisation, cette digitalisation du domaine des achats. Et donc, je vous invite, et donc c'est en même temps en fait un coup de com' et un coup de cœur. Pourquoi? Parce que c'est en quelque sorte mon bébé. Et ça me tient à cœur de pouvoir proposer une solution dans ce sens. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai combiné les deux. Merci beaucoup, Ali, pour votre venue, vos partages. Merci, Manon, pour m'avoir accueilli. Avec plaisir. Merci également à vous toutes et à tous merci d'avoir été présents et pour votre participation. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci.